On est bien ici, non? Dit sa maîtresse en sortant son téléphone pour prendre une photo du dessert. Bastien hocha distraitement la tête, puis leva les yeux. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Son ex-femme, enceinte, sans bijoux ostentatoires, avançant avec assurance au bras d'un homme dont les serveurs baissaient spontanément la voix. Bastien sentit quelque chose céder, non pas dans son cœur, mais dans le récit qu'il contrôlait depuis des années. Car il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme que l'on croyait brisée et qui n'a plus besoin de vous. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi l'indifférence est parfois la vengeance la plus cruelle. Soutenez la chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Nadège Amani Kouyaté était agenouillée sur le parquet froid de son petit appartement loué, une vis coincée entre deux doigts, tentant d'assembler un berceau dont la notice semblait volontairement obscure. La pièce sentait encore le carton neuf et le produit de nettoyage bon marché. Elle s'arrêta un instant, posa la clé Allen, puis se leva avec précaution, une main venant instinctivement soutenir son ventre déjà arrondi. La grossesse avançait et chaque geste devait désormais être mesuré, comme tout le reste de sa vie depuis la signature du divorce. Sur la table basse s'empilaient donc des factures ouvertes, l'électricité, l'assurance, les frais médicaux à venir. Nadège les parcourait une à une, avec une concentration presque clinique, calculant mentalement ce qui pouvait attendre et ce qui ne le pouvait pas. Elle n'était pas pauvre de manière spectaculaire. Elle n'était pas la femme abandonnée que l'on plaint dans les récits faciles. Elle était pauvre comme on laisse lorsqu'on vous retire l'accès. Les comptes joints avaient été gelés sans préavis. Les cartes secondaires désactivées par une simple ligne administrative. Certains de ses effets personnels étaient restés dans l'ancien appartement conjugal, officiellement retenu pour inventaire patrimonial. Son téléphone vibra sur la table. Nadège le saisit immédiatement, le cœur tendu, avant de constater qu'il ne s'agissait que d'un rappel automatique pour un rendez-vous médical. Elle expira lentement. Depuis des semaines, elle guettait chaque notification, espérant un message de maître Salomé Vernet, son avocate, ou une confirmation bancaire qui lui permettrait de respirer un peu. Elle ne pleurait pas devant les autres. Elle avait toujours refusé ce luxe. Mais lorsqu'elle l'était seule, elle avait développé ce réflexe de serrer le poing jusqu'à sentir une douleur nette, précise, presque rassurante. Le souvenir qui revenait le plus souvent était celui du document qu'elle avait signé le soir du divorce. Bastien de Roquefeuille l'avait présenté comme une formalité, une clause de confidentialité technique indispensable pour protéger la société. Il avait parlé vite, avec cette assurance condescendante qu'il avait perfectionnée au fil des levées de fonds. Nadège, épuisée, enceinte sans encore le savoir avec certitude, avait cédé. Ce papier effaçait son rôle réel dans l'architecture des systèmes de la start-up. Il faisait d'elle une ombre officielle, une présence inexistante dans l'histoire de la réussite. À plusieurs kilomètres de là, dans un restaurant discret mais outrageusement cher du centre de Paris, Bastien savourait un tout autre décor. Il était installé à la table qu'il avait expressément demandée, celle qui offrait une vue dégagée sur les lumières de la ville. Face à lui, Violette Ségur, influenceuse aux abonnés soigneusement comptés, faisait glisser son téléphone au-dessus de l'assiette avant même d'avoir goûté le plat. Elle ajustait l'angle, fronçait légèrement les sourcils, puis souriait pour une photographie destinée à ses abonnés. Bastien parlait, ou plutôt se mettait en scène. Il évoquait la dernière levée de fonds, les investisseurs conquis, les chiffres qui donnaient leur tir, le vertige. Il parlait de vision, d'ambition, de trajectoire, et il aimait la façon dont les serveurs semblaient tenter à s'y ralentir à proximité de sa table. Violette l'écoutait par intermittence, plus préoccupée par la taille d'un futur appartement que par les détails techniques. Elle demanda quand ils achèteraient enfin quelque chose de plus grand,
puis si une bague plus imposante serait cohérente avec leur nouvelle image. Quand Nadège fut mentionnée, ce fut sans émotion. Bastien la décrivit comme quelqu'un qui avait vécu à ses côtés, rien de plus. Une femme incapable de suivre le rythme, trop prudente, trop discrète pour le monde des investisseurs. Il parlait d'elle comme d'un meuble dont on se débarrasse lors d'un déménagement, avec un mélange d'agacement et d'indifférence. Puis, sans avertissement, l'atmosphère du restaurant changea. Ce ne fut pas une entrée bruyante, ni une démonstration ostentatoire de pouvoir. Ce fut un silence progressif, presque organique. Les conversations s'éteignirent. Les regards se détournèrent, puis revinrent, furtifs. Le responsable de salle se redressa, adopta une posture plus humble. Alaric Wexford venait d'entrer. Il avançait sans précipitation, entouré de 2 agents de sécurité, dont la présence se faisait sentir sans jamais s'imposer. Alaric Wexford était le dirigeant d'un conglomérat européen spécialisé dans les infrastructures de données et la logistique numérique. Un homme dont les décisions pouvaient déséquilibrer des marchés entiers. Bastien le reconnut immédiatement, et son estomac se noua. Une rupture de contrat, un ajustement stratégique, et toute sa chaîne d'approvisionnement pouvait s'effondrer. Ce que Bastien ne s'attendait pas à voir, c'était la femme qui marchait à ses côtés. Nadège avançait lentement, sans ostentation. Elle portait une tenue sobre, choisie pour le confort plus que pour l'effet. Sa main reposait sur son ventre avec un geste protecteur qui semblait presque inconscient. Elle ne cherchait personne du regard. Elle n'avait rien à prouver à cet instant. Alaric l'accompagnait non par galanterie, mais par nécessité stratégique. Il venait de quitter une réunion confidentielle sur un projet de sécurisation de données critiques, et Nadège y occupait un rôle précis, indispensable. Elle n'était pas un symbole, elle était une variable clé. Bastien sentit le froid le traverser. Ce n'était pas la jalousie qui le paralysait, mais la peur. La peur que l'histoire lui échappe, que ce qu'il avait soigneusement effacé refasse surface. La peur que Nadège existe à nouveau là où il l'avait rayée. Ils passèrent non loin de sa table. Nadège ne détourna pas la tête, elle n'accéléra pas non plus. Elle continua simplement d'avancer, comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'éviter. Violette, qui avait suivi la scène avec un sourire crispé, se pencha légèrement vers Bastien et laissa tomber une remarque acide sur la grossesse, formulée avec cette fausse légèreté qui trahit toujours la médiocrité. Bastien ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun mot ne vint. Pour la première fois, il comprit que Nadège ne dépendait plus de son regard, ni de son récit. Et ce silence-là, plus que tout le reste, lui fut insupportable. Bastien de Roquefeuille se leva de table, en prétextant un passage aux toilettes, ajustant sa veste avec ce geste automatique qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à reprendre le contrôle d'une situation. Il ne se dirigea pourtant pas vers le couloir discret indiqué par le maître d'hôtel. Ses pas l'emmenèrent vers l'alcôve réservée, là où se trouvait la table d'Alaric Wexford. Cette décision n'était pas préméditée. Elle relevait d'un réflexe ancien, presque animal, celui de l'homme qui a possédé et qui croit encore avoir des droits. 2 agents de sécurité se déplacèrent aussitôt, leurs silhouettes se plaçant devant lui avec une efficacité muette. Bastien sourit, sortit sa carte, récita son nom, ses fonctions, ses succès récents. Il parla de partenariats, de réseaux communs, de dîners passés dans les mêmes cercles. Plus il parlait, plus sa voix trahissait une tension qu'il ne maîtrisait plus. Il avait besoin d'être reconnu, et ce besoin le rendait transparent. Alaric leva enfin les yeux. Son regard ne contenait ni curiosité, ni animosité, seulement une évaluation rapide, froide. Il fit un signe bref aux agents, non par courtoisie, mais parce qu'il préférait régler les questions à découvert. Bastien fut autorisé à s'approcher, comme on laisse un problème s'exposer avant de le neutraliser. À côté d'Alaric,
Nadège Amani Kouyaté resta assise. Elle n'eut aucun mouvement de recul. Son visage demeurait calme, presque professionnel, comme celui de quelqu'un qui a appris à mesurer chaque mot, parce qu'un jour, ces mots pourraient être disséqués devant un juge. Bastien sentit cette distance comme une provocation silencieuse. Il tenta d'abord un ton faussement léger, évoquant le hasard des rencontres, la surprise. Nadège répondit par des phrases courtes, polies, dénuées de toute chaleur inutile. Cette retenue, loin d'apaiser Bastien, le fit vaciller. Il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. Alors il posa la question qu'il retenait depuis l'entrée. Il parla de l'enfant, du ventre arrondi, du temps qui avait passé. Nadège ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda avec une attention nouvelle, puis inclina légèrement la tête. Elle le lui demanda en vertu de quel statut il se permettait cette question, alors même que dans les documents de leur divorce, il avait exigé que son rôle technique ne soit jamais mentionné. Sa voix ne tremblait pas, elle ne cherchait pas à blesser, elle exposait simplement une contradiction. Bastien voulut répliquer, mais Alaric intervint. Il ne haussa pas le ton. Il lui rappela de parler plus bas, expliquant que Nadège était fatiguée. La manière dont il formula cette demande ressemblait à celle qu'un dirigeant utilise avec un collaborateur qui perturbe une réunion importante. Bastien perçut aussitôt le déséquilibre. Derrière lui, il sentit la présence attentive de Violette Ségur, dont le regard oscillait entre curiosité et irritation. Violette ne put s'empêcher d'intervenir. Ses mots ne furent jamais ouvertement insultants. Elle évoqua l'apparence, la situation, glissant des insinuations sur l'origine et les choix de Nadège, avec cette précision toxique propre à ceux qui savent où appuyer. L'air sembla se contracter autour de la table. Nadège sourit alors, un sourire bref, sans joie. Elle répondit que les adultes n'avaient pas besoin d'un dîner pour prouver leur valeur. Cette phrase, dite sans emphase, eut l'effet d'un couperet. Elle ne visait personne en particulier, et pourtant chacun s'y reconnut. Bastien tenta alors une manœuvre plus ancienne. Il proposa de parler à l'écart, de régler cela loin des regards. C'était une technique qu'il maîtrisait, isolée pour mieux reprendre la main. Nadège refusa immédiatement, sans justification supplémentaire. Alaric posa alors une limite claire. Il expliqua que toute tentative d'approche non sollicitée serait traitée par les voies juridiques appropriées. Il précisa que cette décision n'était pas motivée par un attachement personnel, mais par une exigence de continuité opérationnelle. Nadège travaillait sur un projet sensible, et toute perturbation, qu'elle soit émotionnelle ou médiatique, augmentait les risques pour le groupe. Bastien comprit que, pour Alaric, Nadège était un élément stratégique, et que ce statut la rendait intouchable dans ce cadre précis. Bastien se retira. Chaque pas vers sa table semblait peser davantage que le précédent. Violette l'accueillit avec des reproches à peine voilés, se plaignant d'une soirée gâchée. Bastien répondit peu. Dans son esprit, une autre mécanique se mettait en place. S'il ne pouvait pas contrôler la situation directement, il en détournerait le récit. Plus tard dans la soirée, alors que Nadège se préparait à quitter le restaurant, son téléphone vibra. Un message de Salomé Vernet s'afficha. Elle l'informait de mouvements suspects, de prises de contact discrètes avec certains médias. Elle lui conseillait de se préparer, car Bastien n'attaquerait pas par les sentiments, mais par l'opinion publique. Nadège releva les yeux. Elle savait que ce moment arriverait. Elle posa une main sur son ventre, inspira profondément et continua d'avancer sans se retourner. La grossesse de Nadège n'avait rien de spectaculaire. Elle se manifestait par des douleurs lombaires persistantes, des nuits fragmentées et une fatigue qui s'installait sans prévenir, souvent au moment où elle avait le plus besoin de clarté d'esprit. Chaque matin, elle consultait son agenda médical, comparait les établissements disponibles selon la couverture de son assurance
évaluait le coût des examens complémentaires avant de confirmer un rendez-vous. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Tout devait être anticipé, car la moindre erreur pouvait devenir un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle continuait à travailler en freelance sur des missions de données complexes, parfois tard dans la nuit, l'ordinateur posé sur la table de la cuisine. Ce travail n'était pas un symbole de résilience héroïque, mais une nécessité concrète. Les factures ne disparaissaient pas parce qu'une vie était en train de se former en elle. Nadège avançait avec une discipline méthodique, notant chaque dépense, chaque échange, chaque promesse. Elle avait appris que la mémoire humaine était faillible, mais que les traces écrites ne l'étaient pas. Son véritable changement de vie ne se mesurait ni en bijoux, ni en apparence. Il se trouvait dans un réseau discret, mais solide. Une médecin obstétricienne qui expliquait sans infantiliser. Une avocate qui ne promettait jamais plus que ce que le droit permettait. 2 anciens collègues du secteur technologique qui, sans faire de bruit, répondaient le présent lorsqu'elle avait besoin d'un avis technique. Et surtout, ce carnet où elle consignait tout, depuis les idées jusqu'aux détails, les plus insignifiants en apparence. Les souvenirs de son mariage avec Bastien revenaient parfois sans prévenir. Elle se revoyait dans ses salles de réunion vitrées, assise légèrement en retrait lors des présentations aux investisseurs. Bastien insistait pour qu'elle soit présente, mais exigeait qu'elle reste silencieuse. Il disait que sa voix pourrait brouiller le message, que les investisseurs avaient besoin d'un interlocuteur unique. Nadège comprenait trop bien que ce qu'il craignait n'était pas la confusion, mais la révélation de celle qui maîtrisait réellement l'architecture du système. Il lui avait promis un statut de cofondatrice. Il avait parlé de reconnaissance officielle, de documents à venir. Puis, au moment décisif, les tableaux de capitalisation avaient été modifiés, les options d'actions ajustées. Nadège était devenue consultante interne, un rôle flou, sans visibilité ni pouvoir réel. Elle avait protesté, 1 fois, puis 2. Chaque fois, Bastien avait déplacé la conversation vers autre chose, vers l'équilibre familial, vers l'image du couple. Il lui demandait si elle voulait vraiment exposer leur intimité à des investisseurs intrusifs. Le piège s'était refermé là, dans cette alternative impossible. Nadège n'avait pas été naïve. Elle avait été placée devant un choix cruel entre la reconnaissance professionnelle et la promesse d'un foyer stable. À ce moment-là, sa mère était gravement malade. Nadège aspirait à préserver ce qui restait de calme. Bastien avait su exploiter cette fragilité avec une précision glaçante. Il avait présenté son effacement comme un sacrifice temporaire, nécessaire pour protéger leur avenir commun. Lorsque Nadège avait commencé à percevoir les signes d'infidélité, Bastien avait retourné la situation contre elle. Il lui rappelait les documents signés, l'engagement de silence. Il transformait sa patience passée en consentement définitif. Cette logique perverse avait laissé une trace profonde. Elle se reprochait son propre silence, comme si elle avait validé l'injustice, en espérant un jour la réparer. Aujourd'hui, son désir était clair. Elle ne cherchait pas une vengeance spectaculaire. Elle voulait reprendre le contrôle du récit, restituer la vérité et garantir un environnement sûr pour son enfant. Rien de plus, rien de moins. La proposition d'Alaric s'inscrivait dans cette logique froide. Il ne s'agissait pas de protection personnelle, mais d'un contrat de travail exigeant. Nadège devait intégrer une équipe chargée de résoudre un problème critique de continuité de données pour un projet d'infrastructure majeur. Les objectifs étaient précis, mesurables, assortis de délais serrés. En échange, le groupe mettait à disposition un cadre juridique strict et des mesures de sécurité adaptées à son statut de collaboratrice stratégique. Nadège n'accepta pas immédiatement. Elle demanda à consulter chaque clause, à comprendre chaque responsabilité. Elle refusa toute dépendance implicite.
Elle voulait que la relation soit claire, équilibrée et surtout réversible si les conditions n'étaient plus respectées. Cette exigence surprit Alaric, mais elle confirma aussi ce qu'il avait perçu. Nadège ne cherchait pas un sauvetage, elle négociait une valeur. Pendant ce temps, Bastien ne restait pas inactif. Rémi Valois, le directeur financier, s'employait à réécrire certaines sartraces internes, ajustant les journaux techniques pour attribuer à Bastien la paternité du cœur du produit. Ce travail se faisait discrètement, sous couvert de normalisation documentaire. Iris Mallarmé, la conseillère en communication, jouait son rôle avec habileté. Elle recommandait la retenue en façade, tout en suggérant des angles plus insidieux. Elle parlait d'une narration alternative, centrée sur une prétendue infidélité de Nadège, capable de détourner l'attention des enjeux de gouvernance. Pour mettre cette stratégie en œuvre, un contrat de conseil fut établi avec Cédric Lenoir, journaliste spécialisé dans les scandales. Les paiements transitaient boni par une société intermédiaire, suffisamment éloignée pour diluer les responsabilités. Nadège l'ignorait encore, mais les lignes se dessinaient. Un soir, alors qu'elle relisait un rapport technique, un message arriva dans sa boîte électronique. L'expéditeur était anonyme. En pièce jointe, un ancien tableau de capitalisation portait la signature de Bastien. En dessous, une simple phrase apparaissait. Elle n'était pas la première à avoir été effacée. Le scandale ne se présenta pas comme une accusation frontale. Il arriva sous la forme d'un article faussement prudent, rédigé avec cette ambiguïté calculée qui permet de suggérer sans jamais affirmer. On y parlait d'une femme quittant un mariage prestigieux avec un ventre mystérieusement arrondi, de rencontres discrètes dans des restaurants fréquentés par les puissants, de trajectoires féminines trop opportunes pour être honnêtes. Les phrases semblaient inoffensives, mais l'intention était claire. Une photographie prise à distance, légèrement floue, montrait Nadège entrant dans le restaurant aux côtés d'Alaric. Rien n'était dit explicitement, mais tout était insinué. La réaction fut immédiate. Les réseaux sociaux s'embrasèrent avec une violence familière. Les commentaires ne s'attardaient pas sur les faits, mais sur les apparences. On interrogeait la couleur de peau de Nadège, ses origines, son parcours, comme si ces éléments constituaient déjà une preuve. Certains demandaient comment une femme issue d'un milieu discret pouvait soudain graviter autour des cercles de pouvoir. D'autres doutaient ouvertement de ses compétences, réduisant son existence à une stratégie de survie opportuniste. Chaque message semblait ajouter une couche supplémentaire de bruit, rendant toute nuance impossible. Ces attaques ne restèrent pas virtuelles. Un client avec lequel Nadège travaillait depuis plusieurs mois mit fin à leur collaboration par un courriel laconique, évoquant un climat trop incertain pour maintenir le contrat. Nadège lut le message sans colère, mais avec une lassitude profonde. Elle savait que cette perte aurait des conséquences concrètes. Quelques jours plus tard, lors d'une consultation médicale, son obstétricienne lui recommanda de réduire toute source de stress après avoir constaté une élévation préoccupante de sa tension. Le corps, lui, ne distinguait pas la rumeur de la réalité. Bastien, de son côté, jouait parfaitement son rôle. Face aux caméras, il affichait une tristesse mesurée, parlait d'une trahison intime, d'un choc personnel. Il se présentait comme un homme blessé, surpris par les événements, contraint de gérer en public ce qui aurait dû rester privé. Cette posture lui permettait d'occuper l'espace médiatique sans jamais entrer dans le fond des questions juridiques ou techniques. Dans l'intimité de son appartement, cependant, il se montrait irritable, reprochant à Violette ses interventions imprudentes et son incapacité à rester discrète. Nadège suivait tout cela de loin, avec une attention contrôlée. Son premier réflexe fut de répondre, de corriger, de rétablir les faits. Elle rédigea même plusieurs brouillons qu'elle n'envoya jamais. Maître Salomé Vernet la rappela à l'ordre avec une fermeté bienveillante.
réagir trop tôt reviendrait à accepter les règles du jeu imposées par les autres. La justice médiatique ne se montrait jamais équitable envers une femme enceinte, surtout lorsqu'elle refusait les stéréotypes attendus. Ce conseil prit tout son sens le jour où Nadège se retrouva seule dans une salle d'attente d'hôpital, assise sur une chaise en plastique, attendant une échographie de contrôle. Autour d'elle, des voix murmuraient. Elle ne distinguait pas les mots, mais percevait les regards, les silences appuyés, les chuchotements qui s'interrompaient à son passage. Elle posa une main sur son ventre, inspira profondément et se concentra sur un point fixe au mur pour ne pas laisser l'angoisse prendre le dessus. Ce moment, banal en apparence, fut pour elle la matérialisation d'une défaite temporaire. Alaric proposa alors d'organiser une conférence de presse afin de clarifier la situation et de protéger le projet en cours. Nadège refusa. Elle les expliqua calmement qu'elle ne souhaitait pas être défendue par procuration. Elle ne voulait pas que sa parole soit filtrée par celle d'un homme, aussi puissant soit-il. Lorsqu'elle parlerait, ce serait avec des documents, des faits, et au moment qu'elle jugerait juste. C'est à ce moment qu'Iris Mallarmé entra en scène avec une approche subtile. Elle envoya à Nadège un message se voulant solidaire, se présentant comme quelqu'un qui comprenait la difficulté de la situation et qui souhaitait aider à apaiser les tensions. Elle évoqua la possibilité de calmer certains médias, de négocier des silences. Nadège lut le message attentivement. Elle répondit avec politesse, sans engagement. Lors d'un échange suivant, Iris posa une question précise sur un détail interne, un élément de fonctionnement qui n'était connu que des personnes impliquées dans la structure originelle de l'entreprise. Nadège comprit immédiatement. Cette question n'était pas innocente. Elle choisit de ne pas répondre, laissant un silence s'installer. Iris continua à écrire, justifiant sa curiosité, se contredisant légèrement. Plus elle insistait, plus son rôle réel devenait évident. Pendant ce temps, Bastien reçut un appel qu'il n'avait pas anticipé. Sa banque l'informa que, compte tenu de l'exposition médiatique actuelle, une ligne de crédit temporaire faisait l'objet d'une réévaluation. Rien n'était encore décidé, mais le mot « risque réputationnel » fut prononcé. Bastien raccrocha lentement. Il comprit alors que la stratégie qu'il avait enclenchée produisait des effets qu'il ne maîtrisait plus. En ouvrant la porte au scandale, il avait aussi ouvert celle à des conséquences financières bien réelles. Nadège, elle, rentra chez elle ce soir-là avec une fatigue lourde, mais une détermination intacte. Elle savait que le silence avait un coût, mais elle savait aussi qu'il pouvait devenir une arme, à condition de savoir quand le briser. La nuit s'étira sans repos. Nadège se réveilla plusieurs fois, le corps traversé par des contractions légères mais persistantes, suffisamment nettes pour empêcher toute illusion de normalité. Elle tenta d'abord de les ignorer, puis comprit que ce n'était pas une option. Elle enfila un manteau, rassembla quelques documents dans son sac et prit un taxi en silence. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans une semi-obscurité apaisante, mais son esprit, lui, refusait de ralentir. Dans la salle d'examen, la lumière était douce, presque trop calme. Les machines émettaient des sons réguliers, rassurants pour ceux qui savaient les interpréter. Nadège observait le plafond, consciente pour la première fois d'une peur qui ne passait pas par les mots. Si elle cédait, si son corps lâchait, ce ne serait pas seulement sa propre trajectoire qui s'effondrerait, mais celle d'un être qui dépendait entièrement d'elle. Cette pensée s'imposa sans drame, mais avec une clarté implacable. Lorsque le médecin confirma que tout était sous contrôle, à condition d'éviter le stress, Nadège hocha la tête sans répondre. Elle savait déjà que cette recommandation relevait presque de l'ironie. Assise ensuite seule dans une chambre temporaire, elle laissa ses pensées revenir en arrière, non pas vers les scènes spectaculaires de sa rupture, mais vers les années discrètes, répétitives, durant lesquelles elle avait corrigé, optimisé,
réparer ce que Bastien présentait comme ses propres intuitions. Elle se revit tard le soir, devant des écrans saturés de données, ajustant des modèles, anticipant des défaillances, rédigeant des notes que personne ne signait. Elle se souvint des moments où elle avait demandé, sans élever la voix, si son travail serait un jour reconnu officiellement. Elle se souvint surtout de la manière dont elle avait appris à formuler ses demandes comme des permissions. Dans ce silence hospitalier, une évidence s'imposa. Elle n'avait pas besoin d'une reconnaissance future, ni d'un pardon, ni même d'une réparation symbolique. Elle avait besoin de cesser d'attendre. Quelques heures plus tard, maître Salomé Vernet la rejoignit avec un dossier mince mais dense. La conversation fut directe, dépourvue de tout pathos. 2 options existaient. Engager immédiatement une action fondée sur la reconnaissance de la paternité technique et sur la manipulation de la structure actionnariale, ou accepter une proposition de confidentialité renforcée en échange d'une tranquillité relative jusqu'à l'accouchement. Salomé ne chercha pas à orienter la décision. Elle exposa ses risques, les délais, les conséquences. Nadège répondit sans hésitation. Elle choisirait la voie judiciaire, non par goût de la confrontation, ni par désir de réparation financière, mais parce que renoncer équivaudrait à valider un mécanisme. Elle savait que Bastien recommencerait, avec d'autres femmes, d'autres collaborateurs, tant que personne ne lui opposerait une limite formelle. Elle refusa que son enfant grandisse dans un récit bâti sur une omission organisée. Le cadre se mit alors en place. Alaric ne promit rien qui ressemble à une protection personnelle. Il mit à disposition une infrastructure, une équipe juridique spécialisée en droit commercial, des experts capables d'analyser des journaux techniques complexes et une règle non négociable. Chaque affirmation devrait être soutenue par des preuves vérifiables. Aucun appel à l'émotion ne serait toléré. Nadège accepta ces conditions sans discussion. Elles correspondaient à sa propre manière de penser. Le travail commença méthodiquement. Contrairement à ce que Bastien imaginait, la pièce la plus déterminante ne se trouvait pas dans des fragments de code commentés à la hâte. Elle résidait dans une série d'échanges électroniques internes, où Bastien demandait explicitement à Nadège de concevoir un modèle de gestion du risque, avant de modifier la présentation officielle à quelques heures d'une démonstration devant des investisseurs en changeant le nom associé au livrable. Ces courriels, banals dans leur forme, révélaient une intention claire. En poursuivant ses recherches, Nadège pensa à un détail longtemps négligé. Un ancien cabinet d'avocats avait géré les formalités de création de la société bien avant que les tensions n'apparaissent. Elle demanda l'accès aux archives. Dans un espace de stockage impersonnel, parmi des classeurs poussiéreux, elle retrouva une copie d'un contrat initial, signé et horodaté, mentionnant explicitement son rôle dans la conception des systèmes clés. Ce document, oublié mais intact, eut sur elle l'effet d'un ancrage. La vérité existait déjà, il suffisait de la rassembler. Pendant ce temps, la situation de Bastien se compliquait. Les autorités de régulation financière et les établissements bancaires commencèrent à poser des questions précises sur la gouvernance, sur la transparence des déclarations, sur la cohérence entre les discours publics et les documents internes. Ce qui avait commencé comme une manœuvre médiatique glissait lentement vers un terrain où chaque réponse engageait sa responsabilité. Nadège comprit alors que l'affrontement ne se gagnerait pas uniquement dans les salles d'audience. Elle proposa la création d'un événement destiné à financer l'accès au droit pour des femmes confrontées à des situations similaires. Il ne s'agirait pas d'une soirée mondaine, mais d'un rassemblement sobre, réunissant des acteurs technologiques, des juristes et des structures sociales. L'objectif était double: créer un espace de soutien et préparer un moment de visibilité contrôlée. À la fin de cette phase, tout était prêt.
Un huissier de justice confirma la date et l'heure de la signification des actes. Le dossier, épais et structuré, serait remis à Bastien juste avant une présentation stratégique destinée à lever de nouveaux fonds. Nadège referma le classeur avec une lenteur calculée. Elle savait qu'à partir de cet instant, aucun retour en arrière n'était possible. La salle choisie pour l'événement de levée de fonds était vaste sans être ostentatoire, éclairée par une lumière étudiée pour flatter les visages sans effacer les détails. Les invités arrivaient par vagues mesurées, badges sobres, conversations basses, vers tenus avec l'assurance de ceux qui savent exactement pourquoi ils sont là. Nadège observait la scène depuis les coulisses, le dos droit, la main posée sur le dossier d'une chaise, attentive au rythme plus qu'au des regards. Elle avait relu ses notes une dernière fois, non pour se rassurer, mais pour s'assurer que chaque phrase irait droit au mécanisme qu'elle voulait exposer. Bastien entra avec Violette quelques 2 minutes avant le début officiel. Il avait choisi un costume plus sobre que d'habitude, comme pour signifier qu'il n'était pas impressionné par l'assemblée et qu'il maîtrisait toujours le terrain. Violette, à son bras, affichait un sourire calibré, conscient des caméras discrètes et des partenaires potentiels. Bastien scrutait la salle avec une attention nerveuse, cherchant Nadège, cherchant surtout l'occasion de l'isoler. Il la vit près de la sous-scène, et cette simple vision lui donna l'élan nécessaire pour se dire qu'un dernier échange privé pouvait encore inverser la situation. Lorsque Nadège monta sur scène, le murmure s'éteignit sans qu'on ait besoin de le demander. Elle ne commença ni par son histoire personnelle, ni par une accusation directe. Elle décrivit, avec une précision presque clinique, les mécanismes par lesquels une contribution devient invisible dans un cadre conjugal et entrepreneurial, comment des contrats apparemment techniques déplacent la paternité d'un travail et comment le silence est souvent présenté comme un compromis raisonnable. Elle parlait sans élever la voix, sans chercher l'émotion, et c'est précisément cette retenue qui immobilisa l'auditoire. Bastien tenta d'avancer vers le bord de la scène, mais il fut arrêté par un mouvement discret de l'organisation. À cet instant, un huissier de justice entra dans la salle avec un dossier à la main. Il s'approcha de Bastien et, devant des investisseurs qu'il connaissait depuis des années, procéda à la signification officielle d'une action en reconnaissance de droits d'auteur techniques et de fraude dans la structure actionnariale. Le bruit du papier, remis, clair et irréversible, rompit l'équilibre. Bastien sentit le sol se dérober, non parce qu'il ignorait le risque, mais parce qu'il comprit qu'il n'avait plus la maîtrise du tempo. À peine le premier choc absorbé, un représentant d'un fonds indépendant demanda la parole. Il annonça que, compte tenu des éléments désormais publics, une enquête interne était ouverte concernant des incohérences dans les documents de levée de fonds de Bastien, basés sur des analyses de journaux techniques et de correspondances internes. La conséquence fut immédiate. Plusieurs partenaires suspendirent leurs engagements en attendant des clarifications. Les visages se fermèrent, les regards se détournèrent, et Bastien comprit que la liquidité qu'il croyait acquise venait de se figer. Le troisième renversement survint presque sans bruit. Iris Mallarmé, présente dans la salle avec l'assurance de celle qui se croit invisible, fut interpellée par les organisateurs. Des preuves de transfert financier, établissant qu'elle avait rémunéré un journaliste par l'intermédiaire d'une société écran, circulaient désormais entre les mains des juristes. Iris tenta de minimiser, puis de quitter les lieux, mais elle fut arrêtée par une injonction claire de rester disponible. L'image de la conseillère loyale se fissura en un instant. Nadège reprit alors la parole. Elle annonça qu'une demande de mesures de protection avait été déposée auprès du tribunal afin de garantir sa sécurité, celle de sa grossesse et le respect de sa réputation.
Elle précisa que toute nouvelle tentative de diffamation serait désormais considérée comme une circonstance aggravante. Ce quatrième mouvement ne cherchait pas à humilier, mais à verrouiller l'espace. Bastien, privé de toute marge, se retrouva réduit au silence. Pris de panique, il tenta une dernière diversion. Il évoqua l'enfant, posa une question ambiguë devant l'assemblée, espérant transformer Nadège en coupable d'une dissimulation. Elle le regarda sans colère. Sa réponse fut brève, ferme et définitive. Elle déclara que l'enfant ne serait pas utilisé comme outil médiatique et que cette frontière n'était pas négociable. Le propos ne laissait aucune prise. Alaric Wexford s'avança alors, non pour dominer la scène, mais pour confirmer un point strictement juridique. Il rappela que toute communication future devrait passer par les représentants légaux et que toute tentative de pression directe serait traitée comme une atteinte à la continuité des engagements contractuels. Il parla comme on stabilise un système, sans emphase, sans menace. La réaction de la salle fut presque silencieuse. Personne n'applaudit, personne ne conspua. Les invités commencèrent simplement à se disperser autour de Bastien, évitant son regard, refusant les poignées de main qu'il tendait par réflexe. Violette, consciente de l'impact immédiat sur ses propres partenariats, s'éloigna sous un prétexte murmuré, laissant Bastien seul au centre d'un espace devenu hostile par indifférence. Lorsqu'il quitta la salle, le bruit régulier de ses pas résonna plus fort que n'importe quelle accusation. Il n'y avait plus de témoins à convaincre, plus de récits à imposer. Il n'y avait que le vide créé par la perte de contrôle. Les années passèrent sans éclat spectaculaire. Il n'y eut ni chute brutale, ni scène de tribunal triomphal pour satisfaire une attente de justice instantanée. La déconstruction de Bastien se fit lentement, presque administrativement. Les procédures s'enchaînèrent, les convocations se succédèrent, et chaque document reçu ajoutait une couche supplémentaire à une fatigue déjà ancienne. Les banques rappelèrent leurs lignes de crédit, invoquant des clauses de risque désormais activées. Les tours de table se diluèrent, les actionnaires historiques se retirèrent, et le conseil d'administration finit par voter son éviction, non par vengeance, mais par souci de survie. Le plus difficile à accepter pour Bastien ne fut pas la perte financière, bien qu'elle fût réelle, mais l'effacement progressif de son nom. Les invitations cessèrent d'arriver. Les conférences, où il intervenait autrefois comme figure montante, remplacèrent son profil par des visages plus sûrs. Sa réputation, autrefois monnaie d'échange, devint une frontière invisible que peu souhaitaient franchir. Il n'était pas puni par le scandale, mais par la prudence des autres. Pendant ce temps, Nadège donna naissance à son enfant sans drame inutile. L'accouchement fut long, éprouvant, mais maîtrisé. La vie qui suivit ne se transforma pas en récit idéalisé. Les nuits furent courtes, les journées organisées autour d'horaires précis, et la fatigue resta une constante. Pourtant, quelque chose avait changé de manière irréversible. Elle pouvait parler sans se justifier. Elle pouvait travailler sans se cacher. Elle avait retrouvé une continuité entre ce qu'elle faisait et ce qu'elle était. Son activité professionnelle se stabilisa dans un cadre clair. Elle conserva des missions exigeantes, choisies avec rigueur, et développa en parallèle une structure modeste, dédiée à l'accompagnement juridique et à la formation financière de femmes confrontées à des séparations asymétriques. Il n'y eut pas de communication tapageuse autour de cette initiative. Les ateliers se tenaient dans des salles discrètes, les partenariats se construisaient lentement, et les résultats se mesuraient à l'autonomie retrouvée des participantes. La relation entre Nadège et Alaric demeura strictement définie. Ils partageaient un respect mutuel fondé sur des règles explicites, des contrats clairs et une compréhension commune des enjeux. Il n'y eut pas de promesses romantiques,
ni de récits de sauvetage. Leur lien tenait par la cohérence et la fiabilité, ce qui, paradoxalement, lui donnait une solidité rare. Chacun connaissait la place de l'autre, et cette absence d'ambiguïté était une forme de sécurité. Le hasard, ou peut-être la logique d'un monde qui recycle ses décors, finit par réunir à nouveau Bastien et Nadège. Cela se produisit lors d'un événement technologique de taille moyenne, organisé dans un centre de congrès, où Bastien avait autrefois été accueilli comme un pionnier. Cette fois, il travaillait pour un prestataire de services, chargé de tâches invisibles, nécessaires mais dénuées de prestige. Il portait une tenue neutre, se fondant dans un rôle qui ne suscitait plus aucune attente. Il reconnut Nadège avant qu'elle ne le voie. Elle avançait calmement, accompagnée de son enfant, attentive à son environnement sans chercher à l'anticiper. Elle ne modifia pas sa trajectoire lorsqu'ils se croisèrent. Elle ne détourna pas le regard, mais ne le fixa pas non plus. Son visage exprimait une neutralité presque professionnelle. Bastien attendit, malgré lui, une réaction, une remarque, un reproche, ou même une satisfaction visible. Rien ne vint. Nadège posa une question banale à un membre de l'organisation, demandant une indication logistique, puis poursuivit son chemin. Ce geste ordinaire, dénué de toute intention symbolique, eut sur Bastien un effet plus violent que n'importe quelle confrontation. Il comprit alors qu'il n'occupait plus aucune place dans son récit. Alaric passa à son tour, remercia le personnel pour l'organisation et laissa un pourboire sans prêter attention à Bastien. Il ne le reconnut pas ou n'eut aucune raison de le faire. Cette absence totale de reconnaissance scella quelque chose de définitif. Bastien resta immobile quelques secondes, conscient que l'effacement pouvait être plus tranchant que l'humiliation. Ce fut dans ce silence que sa dernière révélation prit forme. Il comprit que ce qu'il avait sacrifié n'était pas seulement une relation ou une collaboration, mais une vérité partagée. Il avait échangé la confiance contre une image, et l'image, une fois fissurée, ne lui avait laissé aucun refuge. Ce qu'il avait gagné n'existait plus, et ce qu'il avait détruit ne reviendrait pas. La salle continua de se remplir, indifférente à son immobilité. Les conversations reprirent, les flux humains suivirent leur logique propre. Bastien finit par reprendre son poste, exécutant des gestes précis, consciencieux, sans reconnaissance particulière. Il n'y eut pas de regard compatissant, ni de jugement explicite. Il n'y eut que l'indifférence, stable et complète. C'est ainsi que la vie reprit son cours, non comme une réparation, mais comme un équilibre nouveau. Nadège poursuivit sa route, sans triomphe ostensible, mais avec une cohérence retrouvée. Bastien resta, confronté à une leçon que personne n'avait besoin d'énoncer. Ceux qui s'élèvent en effaçant les autres finissent par être effacés à leur tour, non par la vengeance, mais par l'absence de regard. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Nadège Amani Kouyaté jusqu'au bout. Ce récit s'inspire de situations bien réelles, de vies où le silence, l'injustice et la reconstruction ne font jamais de bruit, mais laissent des traces profondes. Personnellement, ce qui me frappe le plus, c'est que la victoire n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle ressemble simplement au fait d'avancer sans haine, sans expliquer, sans regarder en arrière. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire et à nous dire d'où vous regardez. Si ce contenu vous a touché, pensez à liker, vous abonner et soutenir la chaîne.